Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un ciel chargé d'émotions en cette première journée de deuil national, déclarée en la mémoire des 34 personnels civils et militaires morts noyés dans le naufrage d'un bateau, d'un navire de l'armée camerounaise. Toutes les victimes disparues et rescapées sont citées en exemple d'engagement, de sacrifice et d'honneur lors d'une cérémonie funéraire où ils ont reçu la reconnaissance de la nation et vocation à suivre dans ce journal. Le système énergétique du Cameroun est incapable de pouvoir accompagner le développement socio-économique. Pourtant, le pays dispose d'un important potentiel hydroélectrique, mais aussi des ressources en matière d'énergie renouvelable, une problématique qui touche plusieurs pays africains. Cette problématique constitue l'ossature de tendances économiques à suivre juste après ce journal. C'est sous un ciel chargé d'émotions que s'est déroulée cette première journée de deuil national, déclarée en la mémoire des 34 personnels militaires et civils qui sont morts noyés dans le naufrage d'un navire de l'armée camerounaise. Toutes les victimes disparues et rescapées sont citées en exemple de sacrifice, d'engagement et d'honneur lors d'une cérémonie funéraire qui s'est déroulée à la base aérienne à Douala en présence du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty-Assama, qui a décerné aux victimes, au nom du chef de l'État, la reconnaissance de la nation. Ces victimes qui ont reçu des médailles, notamment celle de l'ordre du mérite camerounais, mais aussi celle de l'armée camerounaise, relative justement à ces cérémonies funéraires qui s'est déroulée ce matin en mémoire des 34 personnels militaires et civils qui sont morts noyés lors du naufrage du bateau militaire, le Moudemba, au large de la presqu'île de Bakassi. Ces victimes ont reçu la croix de la valeur militaire et les distinctions de l'ordre du mérite camerounais au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, mais aussi des familles des victimes. Environ 11 dépouilles ont été présentées lors de la cérémonie funéraire. La capitale Yaoundé porte aussi le deuil, les couleurs de ce deuil national. Dans les administrations publiques, les drapeaux sont en berne. Cependant, très peu de personnes comprennent l'importance de ces 2 journées de deuil national déclarées en la mémoire de ces victimes du naufrage d'un navire militaire survenu le 16 juillet 2017 au large de la presqu'île Bakassi. Reportage Joël Essengé et Aïk Cyril. Au cœur de la cité capitale, la vie suit son cours normal. Des voitures font des va-et-vient. On observe même des bouchons à certains endroits. À proprement parler, il n'y a véritablement pas matière à évoquer la journée de deuil national. La journée se passe comme toutes les autres journées. Il n'y a vraiment rien de changé, surtout dans la ville. Et on ne constate rien qui manifeste la journée de deuil national. Surtout que ce n'est qu'hier que nous tous on a été au courant du décret du chef de l'État. Malheureusement, avec toutes les multiples occupations, on n'a vraiment pas le temps de penser qu'il y a un deuil national dans le pays. Si les populations vaquent à leurs occupations habituelles, il faut se tourner vers les édifices publics pour observer des signes de deuil. À la présidence de la République, à la primature et dans plusieurs administrations publiques, les drapeaux sont en berne. Quelques agents de l'État, bien qu'étant à leur poste de responsabilité, portent le deuil. Le président de la République a décrété la journée de vendredi 28 et celle de samedi 29 juillet 2017 comme étant des journées de deuil national. Cela ne veut pas dire que le travail est arrêté. Nous avons tout simplement une pensée envers ceux-là qui sont morts en défendant notre patrie. Mais la vie ne s'arrête pas. Il faut penser au reste de la nation qui est encore vivante et à la prospérité du Cameroun. C'est pour cette raison que nous sommes dans nos différents lieux de service.
C'est finalement une journée de deuil national à double vitesse à Yaoundé. Alors que certains vaquent normalement à leurs occupations, d'autres ont une pensée pour les soldats décédés. Que s'est-il passé ce 16 juillet 2017 au large des côtes camerounaises, notamment vers la presqu'île Bakassi, lors de ce navire militaire de ravitaillement où se trouvait une trentaine de personnels militaires et civils, un naufrage qui reste encore vivace dans les esprits. Le rappel des faits avec Éric Martial Ndjomo. Dimanche 16 juillet 2017, par une matinée ordinaire et une mer relativement calme, le bateau logistique du bataillon d'intervention rapide baptisé le Mundemba quitte la ville de Limbe. À bord, 37 personnes constituées de militaires, gendarmes et quelques civils. Il est question d'acheminer du matériel d'approvisionnement à Bakassi. Au large de Dibuntia, le bateau envoie un signal de détresse avant de sombrer au fond des eaux par une mer plutôt agitée. 3 personnes seront repêchées vivantes. Elles se trouvaient sur le pont au moment du drame et portaient des gilets de sauvetage. Les 34 autres sont prises au piège à l'intérieur du bateau et décèdent. Les recherches engagées pour repêcher les corps permettent par la suite de localiser l'épave et de remonter 11 corps sur les 34. Jusqu'à ce jour, des interrogations persistent sur les causes et surtout les circonstances de ce naufrage. Dans le reste de l'actualité encore, un camion semi-remorque impliqué dans un accident tragique sur la pénétrante est de Douala. Une femme enceinte sortie d'un taxi s'est engagée à traverser la route à Yassa. Elle a été surprise par la vitesse d'un camion semi-remorque. La dame en question a été littéralement écrasée. Cette scène a choqué plus d'un ce matin. Des précisions avec Donald Anouzwa et Joël Niem. Du sang sur la chaussée et le corps complètement déchiqueté décrivent la gravité de l'accident qui vient d'arracher brutalement la vie à la dame enceinte qui ne demandait qu'à traverser la route. Les populations témoins de la scène, encore sous le choc, racontent. Il y a un monsieur qui est chargé. Au moment où elle traversait la semi-remorque, lui descendant vivre à lui, il a dégagé de la femme du carrefour jusqu'à là où on voit le corps. Elle est partie. Elle a fait encore demi-tour. Quand elle s'est engagée, pour la deuxième fois, comme elle portait son assiette de nourriture, elle a plutôt regardé l'autre côté opposé, là où venait le camion. Le camion était là peut-être à 10 mètres. Moi, je n'ai pas voulu voir le choc. C'est-à-dire qu'il commence à coller. J'ai crié, Seigneur, j'ai regardé la route. Les éléments du peloton motorisé de la gendarmerie de Yassa, arrivés sur les lieux, vont constater les dégâts et ôter de la vue des âmes sensibles les restes de la dame. Pour la gendarmerie, cet autre accident est à mettre à l'actif de la recrudescence de l'incivisme des conducteurs en milieu urbain. Ce sont toujours les conducteurs inconscients qui ne sont pas de la route. Donc, dans l'agglomération en pleine ville, un chauffeur camion se permet à aller à plus de la circulation de 80 à l'heure. D'autres témoignages recueillis sur place font savoir que le ministre de la Défense, du retour de la cérémonie d'hommage aux 34 soldats qu'il a présidé à la base aérienne de Douala, s'est arrêté sur les lieux du drame. À présent, les images d'un incendie survenu très tôt ce matin au quartier Ekonobé 2 à Tombel, région du sud-ouest. 2 maisons d'habitation construites en matériaux provisoires sont parties en fumée. Les témoins font savoir que l'incendie avait été provoqué par l'explosion d'un haut-parleur d'une chaîne musicale installée dans l'une des concessions touchées. Les dégâts matériels sont énormes, rien n'a pu être récupéré. Les autorités de la ville, au rang desquelles le sous-préfet, sont descendus sur les lieux pour reconforter les sinistrés. Aucune perte en vie humaine selon les dernières informations. Ils n'ont pas tous le sourire depuis la mise à leur disponibilité des résultats du brevet de technicien supérieur session 2017, après avoir introduit le matricule et leur nom sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Certains ont crié de joie après avoir aperçu leur nom sur la liste des admis. D'autres ont affiché une mine triste liée à l'échec pour cette année, relative justement aux résultats du BTS. Des précisions avec
Kedjara et Farel Bounia. Couloir vide pour la plupart des instituts professionnels de l'enseignement supérieur. Quelques heures seulement après l'annonce de la disponibilité des résultats sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur, la plupart des étudiants en cycle BTS sont soit dans les cybercafés, soit coincés chez eux, le nez dans leur smartphone, à la recherche de leurs résultats. À l'inverse des autres examens de l'enseignement supérieur, les résultats du BTS ne sont disponibles qu'en ligne. En effet, tout commence à l'inscription. L'étudiant désireux de faire une formation en cycle BTS doit s'inscrire à travers le site internet dédié à cet effet. Déjà à l'inscription, c'est l'étudiant qui s'enregistre en ligne. Donc quand vous arrivez, vous tapez votre nom, vous donnez des informations qui vous concernent. Et après, le matricule est généré automatiquement. Il lui a alors attribué un matricule qu'il remettra ensuite à l'institut professionnel de l'enseignement supérieur de son choix, en même temps que les frais de scolarité. C'est le même matricule qui lui servira au moment de la disponibilité des résultats de code d'accès. Il va sur le même site. Il y a une fenêtre qui dit les résultats. Vous entrez votre matricule et ça vous affiche votre résultat. C'est-à-dire en haut, ça vous donne le matricule. En fait, c'est le matricule qui est l'identifiant pour permettre à chacun effectivement de regarder. Les instituts professionnels de formation n'ont accès que bien plus tard aux résultats définitifs, c'est-à-dire au moment où leur ministère de tutelle les mettra à leur disposition par promulgation dans le journal officiel. Le ministère fait son travail et ils vont publier les résultats comme ils le font souvent, par voie de presse, par voie de médias, ainsi de suite. À la rentrée, là, vers le mois de septembre-octobre. Il est donc impossible, à l'heure actuelle, d'avoir les tendances du BTS de cette année. Seul le ministère peut vous donner une information à l'heure où nous parlons. Parce que moi-même qui suis le responsable de l'école, j'ai à peine dépouillé de spécialité. Après avoir consulté les résultats, les étudiants non satisfaits pourront toujours rédiger des requêtes qu'ils pourront soit déposer au ministère, soit mettre à disposition de leur établissement respectif. D'ailleurs, une commission des requêtes sera créée par le ministère de tutelle, nous fait-on savoir, et cela juste après la publication officielle de leurs résultats. Le manque d'infrastructures routières, l'insuffisance d'eau potable, mais aussi l'instabilité de l'énergie électrique plombent le développement de plusieurs localités. C'est le cas dans le département du Haut-Cam, où les populations de la localité de Banka ont profité de la tournée de prise de contact du nouveau sous-préfet pour poser ses doléances et réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie. Des précisions avec Andine Gagnou et Nadine Yambou. L'arrondissement de Banka, l'un des principaux bassins agricoles que compte le département du Haut-Cam, est confronté à d'énormes difficultés qui freinent son développement socio-économique. Les populations de cette localité ont saisi l'occasion de la tournée du sous-préfet Mbia Etundi Gilles Mamère pour égrener le chapelet de leurs problèmes. Nous avons un problème d'éclairage. 4 quartiers, mais un seul quartier est éclairé. Nous avons au bas-fond tant de richesses qui pouvaient enrichir non seulement Banka, non seulement Bafa, non seulement la région de l'Ouest, mais aussi le Cameroun. Mais nous en manquons de route. On ne peut entrer et on ne peut pas sortir. Autre mot qui mine le quotidien des habitants, c'est le grand banditisme et la consommation des stupéfiants. La consommation des stupéfiants qui prend, n'est-ce pas, un peu de l'envol. Et nous souhaitons, n'est-ce pas, avec main commune, de travailler ensemble pour juguler, n'est-ce pas, ce fléau qui avance à grands pas. L'autorité préfectorale, qui certainement a pris acte des problèmes à lui poser, a recommandé à ces populations à commencer par cultiver l'esprit du vivre ensemble. Et je leur ai demandé la collaboration, le vivre ensemble, la solidarité, la concorde. Cette descente du sous-préfet dans les 7 groupements que compte l'arrondissement de Banka lui a permis de toucher du doigt les réels problèmes des populations. Elles espèrent désormais un vent nouveau après cette sortie du chef de terre. Litiges fonciers, de nombreux notaires sont englués dans les eaux troubles au Cameroun. Faux testaments qui connaissent une recrudescence, un acte notarié de plus en plus contesté, mais aussi des conditions de travail difficiles pour ces notaires qui ont reçu une charge dans la ville de Douala. Ils ont prêté serment à la cour d'appel du littoral ce vendredi matin. Ils ont été appelés à pouvoir exercer
en respectant les règles d'éthique et bien sûr celles relatives à l'exercice de la charge de notaire au Cameroun, eux qui se plaignent des difficultés à pouvoir mener à bien les missions qui leur sont assignées par les autorités mais aussi par les usagers. Je vous propose à ce sujet d'écouter Maître Lima Zerose Bitek et Maître Judith Okamban, deux notaires qui évoquent les difficultés de la charge de notaire au Cameroun. De plus en plus, les hommes sont malhonnêtes. De plus en plus, c'est vraiment la tendance est grande, est élevée. C'est à quoi là parce que plusieurs personnes ont trouvé des problèmes de droit de titre, ainsi de suite. Tel que le président nous l'a rappelé, nous sommes amenés à travailler avec loyauté, honnêteté, exactitude, la probité. Ce sont les éléments clés de notre travail. Il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre parce qu'il y a toujours les charlatans, les gens ils vont dire qui viennent avec les faux titres financiers, avec les faux testaments. Et avant de travailler, il faut qu'on vérifie bien. Et ce qu'on est en train de faire, c'est bon, c'est vrai. Avant d'engager, je suis anglophone et j'ai fait l'école en anglais. C'est à l'université que j'apprends un peu de français. Et quand je suis arrivé sur le terrain, j'étais obligée de travailler en français. Mais j'ai fait mieux, j'apprendrai. Restons dans les couloirs de la justice où le barreau du Cameroun va en guerre contre le cumul des fonctions. Pour les avocats, il s'agit d'une violation des droits de l'homme. Un chapelet de dénonciation est contenu dans le rapport du barreau du Cameroun sur l'état des lieux des droits de l'homme dans le pays. Il vient d'être rendu public à Yaoundé. Des précisions avec Joël Essengé et Aïk Cyril. L'Ordre national des avocats dénonce le cumul de postes au Cameroun. Le fait pour un seul individu d'assurer plusieurs fonctions à la fois constitue pour le barreau du Cameroun une violation des droits de l'homme. Contrairement à ce que prévoit la loi, il y a beaucoup de cumulats dans notre République. Comment le faire? Est-ce que c'est normal? Nous avons estimé que c'était un peu contraire à la loi ou totalement contraire à la loi. Et nous avons préconisé des mesures pour que cette situation change dans l'intérêt bien compris de l'accès égal de tous aux charges et fonctions publiques. Le cumulat empêche aux autres de jouir du droit d'aspirer à accéder aux responsabilités. La dénonciation des avocats est contenue dans le rapport sur l'état des droits de l'homme au Cameroun. Le rapport présenté à Yaoundé constate que des droits ont également été violés dans le cas de la crise anglophone. Aucune crise ne va sans violation des droits. Et là, nous avons fait une analyse assez exhaustive, une analyse assez attentive de ce qui a été fait, des violations dont les uns et les autres ont pu être victimes. Le droit à l'éducation, par exemple, a été violé dans le cadre de cette crise. Le droit à l'intégrité physique a été abondamment violé. Nous l'avons relevé, ça et là. Sur la situation dans l'extrême nord et s'appuyant sur les sorties d'Amnesty International et du ministre camerounais de la Communication, le barreau pense que tout dépend du bout par lequel l'analyse est faite. Chacun, voyez-vous, a ses outils de recherche, ses angles d'analyse. Voyez-vous, l'angle d'attaque de Amnesty n'est pas forcément l'angle d'attaque du barreau du Cameroun. Et vous avez bien suivi le propos de la Commission des droits de l'homme que j'ai eu l'honneur de présenter sur la démarche méthodologique qui a été la nôtre. Le rapport sur l'état des droits de l'homme au Cameroun analyse les faits qui se sont produits au Cameroun au cours de l'année 2016. Il est constitué de dénonciations, mais aussi de propositions pour améliorer la situation. Face aux démons de la division et les batailles judiciaires, l'Église évangélique du Cameroun prêche l'évangile de l'unité pour surmonter les tentatives d'instabilité. Son conseil synodal s'est tenu à Bandjoun sous la présidence du pasteur Samuel Henje Toya. Compte rendu d'Alastiana, Jean-Paul Chouniat et Mirabel Mazo.
Le Conseil synodal général de l'EEC, interdit à son ouverture par le préfet du Konki, s'est finalement tenu. Le pasteur élu contesté de l'EEC, le révérend Samuel Ndjetoya, qui a présidé ce conseil synodal, s'est montré serein et déterminé à porter la voix de l'évangile aux fidèles du Christ. D'après ses dires, l'Église évangélique du Cameroun est en proie aux imposteurs qui menacent sa stabilité. Des gens qui n'ont rien à faire avec l'Église évangélique du Cameroun, qui ne sont pas chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun, mais qui prennent la parole devant des médias et dans certains milieux pour parler des affaires de l'Église évangélique du Cameroun et même prétendre dessiner le destin et décider le destin de l'Église évangélique du Cameroun. Le pasteur Ndjetoya est élu à la tête de l'EEC en avril dernier. Son élection a fait naître au sein de l'Église un vent de contestation qui s'est installé du fait du courroux des chefs Sawa qui réclament la présidence de l'Église évangélique du Cameroun. Soutenu par le Ngondo, l'Assemblée traditionnelle des Sawa, ils vont annoncer la scission d'avec l'EEC. Le bureau élu va recevoir le soutien des chefs traditionnels du département du Kam. Il va ignorer et contredire les revendications de ses opposants, indiquant notamment que Ndjetoya est, contrairement à leur allégation, un fils Sawa et dont l'élection a eu lieu entre Sawa comme prévu. Une histoire de fraude va aussi apparaître, tendant à prouver que le nouveau président n'a pas été élu à la régulière. La crise va se poursuivre, donnant lieu à des incidents dans les paroisses et à une radicalisation des positions des deux camps. Le révérend pasteur Ndjetoya évoque des mainmises sataniques qui seraient à l'origine de tous ces tourments. Ce satanisme est naturellement veut détruire d'abord les religions révélées et mettre en exergue la domination des démons sur les structures qui confessent Jésus-Christ comme Saint Seigneur et comme son Sauveur. Personne ne me comprenait. Jusqu'au moment où nous sommes allés à Galilée et nous en sommes revenus, alors les yeux des gens se sont ouverts et comme le dit l'Évangile, les écailles sont tombées les yeux de beaucoup de gens et on a dit, ah, ça c'était une prophétie. Les deux parties sont encore en justice pour essayer d'obtenir gain de cause. Au sortir de ce conseil synodal, les leaders de l'Église évangélique du Cameroun se disent un et indivisibles. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox pour suivre le plus grand rendez-vous de l'économie sur Equinox Télévision ce soir. On évoque le système énergétique qui peine à soutenir le développement économique du Cameroun, mais aussi de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Comment comprendre cette situation malgré le potentiel hydroélectrique et le potentiel énorme en matière de ressources d'énergie renouvelable? On en parle dans Tendance économique à suivre juste après ce journal. Seront repêchées vivantes. Elles se trouvaient sur le pont au moment du drame et portaient des gilets de sauvetage. Les 34 autres sont prises au piège à l'intérieur du bateau et décèdent. Les recherches engagées pour repêcher les corps permettent par la suite de localiser l'épave et de remonter 11 corps sur les 34. Jusqu'à ce jour, des interrogations persistent sur les causes et surtout les circonstances de ce naufrage. Dans le reste de l'actualité encore, un camion semi-remorque impliqué dans un accident tragique sur la pénétrante est de Douala. Une femme enceinte sortie d'un taxi s'est engagée à traverser la route à Yassa. Elle a été surprise par la vitesse d'un camion semi-remorque. La dame en question a été littéralement écrasée. Cette scène a choqué plus d'un ce matin. Des précisions avec Donald Anouzoua et Joël Niem. Du sang sur la chaussée et le corps complètement déchiqueté décrivent la gravité de l'accident qui vient d'arracher brutalement la vie à la dame enceinte qui ne demandait qu'à traverser la route. Les populations témoins de la scène, encore sous le choc, racontent. Il y a un monsieur qui est chargé. Au moment où elle traversait la semi-remorque, rue des Sanaville Vallée, il a dégagé de la femme du carrefour jusqu'à là où on voit le corps. Elle est partie. Elle a fait encore demi-tour. Quand elle s'est engagée pour la deuxième fois,
Comme elle portait son assiette de nourriture, oui, elle a plutôt regardé l'autre côté. Côté opposé, là où venait le camion. Le camion était là peut-être à 10 mètres. Oui. Moi, je n'ai pas voulu voir le choc. C'est-à-dire qu'il commence à coller. J'ai crié, Seigneur, j'ai regardé la route. Les éléments du peloton motorisé de la gendarmerie de Yassa, arrivés sur les lieux, vont constater les dégâts et ôter de la vue des âmes sensibles les restes de la dame. Pour la gendarmerie, cet autre accident est à mettre à l'actif de la recrudescence de l'incivisme des conducteurs en milieu urbain. Ce sont toujours les conducteurs inconscients qui ne sont pas de la route. Donc, dans l'agglomération en pleine ville, un chauffeur camion se permet à aller à plus de la circulation de 4 à l'heure. D'autres témoignages recueillis sur place font savoir que le ministre de la Défense, du retour de la cérémonie d'hommage aux 34 soldats qu'il a présidé à la base aérienne de Douala, s'est arrêté sur les lieux du drame. À présent, les images d'un incendie survenu très tôt ce matin au quartier Econobé 2 à Tombelle, région du sud-ouest. 2 maisons d'habitation construites en matériaux provisoires sont parties en fumée. Les témoins font savoir que l'incendie avait été provoqué par l'explosion d'un haut-parleur d'une chaîne musicale installée dans l'une des concessions touchées. Les dégâts matériels sont énormes, rien n'a pu être récupéré. Les autorités de la ville, au rang desquelles le sous-préfet sont descendus sur la localité, c'est le cas dans le département du Honkam, où les populations de la localité de Banka ont profité de la tournée de prise de contact du nouveau sous-préfet pour poser ses doléances et réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie. Des précisions avec Andine Gagnou et Nadine Yambou. L'arrondissement de Banka, l'un des principaux bassins agricoles que compte le département du Honkam, est confronté à d'énormes difficultés qui freinent son développement socio-économique. Les populations de cette localité ont saisi l'occasion de la tournée du sous-préfet Mbia Etundi, Gilles Mamère, pour égrener le chapelet de leurs problèmes. Nous avons un problème d'éclairage. 4 quartiers, mais un seul quartier est éclairé. Nous avons au bas-fond tant de richesses qui pouvaient enrichir non seulement Banka, non seulement Bafa, non seulement la région de l'Ouest, mais aussi le Cameroun. Mais nous en manquons de route. On ne peut entrer et on ne peut pas sortir. Autre mot qui mine le quotidien des habitants, c'est le grand banditisme et la consommation des stupéfiants. La consommation des stupéfiants qui prend, n'est-ce pas, un peu de l'envol. Et nous souhaitons, n'est-ce pas, avec main commune, de travailler ensemble pour jubiler, n'est-ce pas, ce fléau qui avance à grands pas. L'autorité préfectorale, qui certainement a pris acte des problèmes à lui poser, a recommandé à cette population à commencer par cultiver l'esprit du vivre ensemble. Et je leur ai demandé la collaboration, le vivre ensemble, la solidarité, la concorde. Cette descente du sous-préfet dans les 7 groupements que compte l'arrondissement de Banka lui a permis de toucher du doigt les réels problèmes des populations. Elles espèrent désormais un vent nouveau après cette sortie du chef de terre. Litiges fonciers, de nombreux notaires sont englués dans les eaux troubles au Cameroun. Faux testaments qui connaissent une recrudescence, un acte notarié de plus en plus contesté, mais aussi des conditions de travail difficiles pour ces notaires qui ont reçu une charge dans la ville de Douala. Ils ont prêté serment à la cour d'appel du littoral ce vendredi matin. Ils ont été appelés à pouvoir exercer en respectant les règles d'éthique et bien sûr celles relatives à l'exercice de la charge de notaire au Cameroun, eux qui se plaignent des difficultés à pouvoir mener à bien les missions qui leur sont assignées par les autorités, mais aussi par les usagers. Je vous propose à ce sujet d'écouter Maître Lima Zerose Bitek et Maître Judith Okamban, 2 notaires qui évoquent les difficultés de la charge de notaire au Cameroun. De plus en plus, les hommes sont malhonnêtes. De plus en plus, donc c'est vraiment...
Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un ciel chargé d'émotions en cette première journée de deuil national, déclarée en la mémoire des 34 personnels civils et militaires morts noyés dans le naufrage d'un navire de l'armée camerounaise. Toutes les victimes disparues et rescapées sont citées en exemple d'engagement, de sacrifice et d'honneur lors d'une cérémonie funéraire où ils ont reçu la reconnaissance de la nation et vocation à suivre dans ce journal. Le système énergétique du Cameroun est incapable de pouvoir accompagner le développement socio-économique. Pourtant, le pays dispose d'un important potentiel hydroélectrique, mais aussi des ressources en matière d'énergie renouvelable, une problématique qui touche plusieurs pays africains. Cette problématique constitue l'ossature de tendances économiques à suivre juste après ce journal. C'est sous un ciel chargé d'émotions que s'est déroulée cette première journée de deuil national, déclarée en la mémoire des 34 personnels militaires et civils qui sont morts noyés dans le naufrage d'un navire de l'armée camerounaise. Toutes les victimes disparues et rescapées sont citées en exemple de sacrifice, d'engagement et d'honneur lors d'une cérémonie funéraire qui s'est déroulée à la base aérienne à Douala en présence du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty-Assoma, qui a décerné aux victimes, au nom du chef de l'État, la reconnaissance de la nation. Ces victimes qui ont reçu des médailles, notamment celle de l'ordre du mérite camerounais, mais aussi celle de l'armée camerounaise, relative justement à ces cérémonies funéraires qui s'est déroulée ce matin en mémoire des 34 personnels militaires et civils qui sont morts noyés lors du naufrage du bateau militaire, le Moudemba, au large de la presqu'île de Bakassi. Ces victimes ont reçu la croix de la valeur militaire et les distinctions de l'ordre du mérite camerounais au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, mais aussi des familles des victimes. Environ 11 dépouilles ont été présentées lors de la cérémonie funéraire. La capitale Yaoundé porte aussi le deuil, les couleurs de ce deuil national. Dans les administrations publiques, les drapeaux sont en berne. Cependant, très peu de personnes comprennent l'importance de ces sur les lieux pour reconforter les sinistrés. Aucune perte en vie humaine selon les dernières informations. Ils n'ont pas tous le sourire depuis la mise à leur disponibilité des résultats du brevet de technicien supérieur session 2017, après avoir introduit le matricule et leur nom sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Certains ont crié de joie après avoir aperçu leur nom sur la liste des admis. D'autres ont affiché une mine triste liée à l'échec pour cette année, relative justement aux résultats du BTS. Des précisions avec Kedjara et Farel Bounia. Couloir vide pour la plupart des instituts professionnels de l'enseignement supérieur. Quelques heures seulement après l'annonce de la disponibilité des résultats sur le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur, la plupart des étudiants en cycle BTS sont soit dans les cybercafés, soit coincés chez eux, le nez dans leur smartphone, à la recherche de leurs résultats. À l'inverse des autres examens de l'enseignement supérieur, les résultats du BTS ne sont disponibles qu'en ligne. En effet, tout commence à l'inscription. L'étudiant désireux de faire une formation en cycle BTS doit s'inscrire à travers le site internet dédié à cet effet. Déjà à l'inscription, c'est l'étudiant qui s'enregistre en ligne. Donc quand vous arrivez, vous tapez votre nom, vous donnez des informations qui vous concernent. Et après, le matricule est généré automatiquement. Il lui a alors attribué un matricule qu'il remettra ensuite à l'institut professionnel de l'enseignement supérieur de son choix, en même temps que les frais de scolarité. C'est le même matricule qui lui servira au moment de la disponibilité des résultats de code d'accès. Oui, il va sur le même site. Il y a une fenêtre qui dit les résultats. Vous entrez votre matricule et ça vous affiche votre résultat. C'est-à-dire en haut, ça vous donne le matricule.
En fait, c'est le matricule qui est l'identifiant pour permettre à chacun effectivement de regarder. Les instituts professionnels de formation n'ont accès que bien plus tard aux résultats définitifs, c'est-à-dire au moment où leur ministère de tutelle les mettra à leur disposition par promulgation dans le journal officiel. Le ministère a fait son travail et ils vont publier les résultats comme ils le font souvent, par voie de presse, par voie de médias, ainsi de suite. À la rentrée, là, vers le mois de septembre-octobre. Il est donc impossible, à l'heure actuelle, d'avoir les tendances du BTS de cette année. Seul le ministère peut vous donner une information à l'heure où nous parlons. Parce que moi-même qui suis le responsable de l'école, j'ai à peine dépouillé de spécialités. Après avoir consulté les résultats, les étudiants non satisfaits pourront toujours rédiger des requêtes qu'ils pourront soit déposer au ministère, soit mettre à disposition de leur établissement respectif. D'ailleurs, une commission des requêtes sera créée par le ministère de tutelle, nous fait-on savoir, et cela juste après la publication officielle de leurs résultats. Le manque d'infrastructures routières, l'insuffisance d'eau potable, mais aussi l'instabilité de l'énergie électrique plombent le développement de plusieurs 2 journées de deuil national déclarées en la mémoire de ces victimes du naufrage d'un navire militaire survenu le 16 juillet 2017 au large de la presqu'île Bakassi. Reportage Joël Sengue et Aïk Cyril. Au cœur de la cité capitale, la vie suit son cours normal. Des voitures font des va-et-vient. On observe même des bouchons à certains endroits. À proprement parler, il n'y a véritablement pas matière à évoquer la journée de deuil national. La journée se passe comme tous les autres journées, hein. Il n'y a vraiment rien de changé, surtout dans la ville. Et on ne constate rien qui manifeste la journée de deuil national. Surtout que ce n'est qu'hier que nous tous on a été au courant du décret du chef de l'État. Malheureusement, avec toutes les multiples occupations, on n'a vraiment pas le temps de penser qu'il y a un deuil national dans le pays. Si les populations vaquent à leurs occupations habituelles, il faut se tourner vers les édifices publics pour observer des signes de deuil. À la présidence de la République, à la primature, et dans plusieurs administrations publiques, les drapeaux sont en berne. Quelques agents de l'État, bien qu'étant à leur poste de responsabilité, portent le deuil. Le président de la République a décrété la journée de vendredi 28 et celle de samedi 29 juillet 2017 comme étant des journées de deuil national. Cela ne veut pas dire que le travail est arrêté. Nous avons tout simplement une pensée envers ceux-là qui sont morts en défendant notre patrie. Mais la vie ne s'arrête pas. Il faut penser au reste de la nation qui est encore vivante et à la prospérité du Cameroun. C'est pour cette raison que nous sommes dans nos différents lieux de service. C'est finalement une journée de deuil national à double vitesse à Yaoundé. Alors que certains vaquent normalement à leurs occupations, d'autres ont une pensée pour les soldats décédés. Que s'est-il passé ce 16 juillet 2017 au large des côtes camerounaises, notamment vers la presqu'île Bakassi, lors de ce navire militaire de ravitaillement où se trouvait une trentaine de personnels militaires et civils, un naufrage qui reste encore vivace dans les esprits. Le rappel des faits avec Eric Martial Ndjomo. Dimanche 16 juillet 2017, par une matinée ordinaire et une mer relativement calme, le bateau logistique du bataillon d'intervention rapide baptisé le Mundemba quitte la ville de Limbe. À bord, 37 personnes constituées de militaires, gendarmes et quelques civils. Il est question d'acheminer du matériel d'approvisionnement à Bakassi. Au large de Dibuncha, le bateau envoie un signal de détresse avant de sombrer au fond des eaux par une mer plutôt agitée. 3 personnes